On pense que tout le monde sait courir parce qu'on sait marcher, que c'est pas considéré comme un sport. Et ça, c'est illusoire. Tout n'est pas dans la chaussure. Tout le monde n'est pas fait pour courir. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, à votre sport ce matin, nous allons parler du sport, de la course à pied avec mes deux invités, le docteur Bernadette de Gasquet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin et professeur de yoga. Vous avez associé dans votre travail l'approche corporelle, les savoirs traditionnels et la médecine moderne. Voilà, vous êtes spécialisé dans les exercices des abdominaux et de la rééducation périnéale, notamment. Donc, Ibtissem Belmanani est avec nous. Bonjour Ibtissem, masseur kinésithérapeute libérale. Et nous allons parler de votre dernier livre, Bernadette de Gasquet, qui s'appelle « J'aime pas courir, mon guide pour bouger sans m'abîmer » aux éditions du Rocher. On va commencer par une devinette. Qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Ibtissem. Comment? Bernadette. C'est l'homme. Pourquoi vous dites ça? 4 pattes, c'est le bébé. Ouais. L'homme adulte, normalement, on marche sur ses 2 jambes et puis le soir, il prend une canne. Voilà, le soir de sa vie. Bon, vous n'aimez pas courir ou vous ne savez pas courir? Je pense que les deux vont ensemble. Comme j'aime pas, je cours pas. Et du coup, je pense que je suis pas arrivée au seuil où ça peut devenir agréable pour moi, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit, parce qu'on vous dit que vous savez que le plaisir vient après. Ouais, oui, pareil, mais moi, j'ai bien besoin du plaisir comme motivation. Donc, et c'est vrai que c'est peut-être une question de génération, mais pour moi, la course, c'était le truc insupportable autour de la cour de récré. On était là, haletant comme des bêtes, vraiment aucun plaisir. Et d'ailleurs, dites-vous, quand j'étais petite, les gens couraient pas. En tout cas, les femmes. Ouais. Il n'y avait même pas des chaussures pour courir. Puis on n'était pas en pantalon, etc. Donc, en fait, on courait juste pour rattraper son bus, mais c'est tout, quoi. Ce qui veut dire que l'injonction de courir, elle est récente. Oui, elle s'explique aussi, parce que si on est toute la journée devant un ordi, c'est sûr qu'il faut bouger. Mais donc, je ne suis pas contre le fait de bouger. Simplement, c'est un peu dans ma nature d'être un tout petit peu contre la pensée unique et on peut faire autre chose, quoi. Moi, j'aime pas courir, j'ai le droit de pas aimer et je propose d'autres choses. Et ce que j'aime pas, c'est qu'on impose à tout le monde la même chose. Et finalement, vous avez courir, c'est bon pour la santé. Pour certains, et pas pour tous. C'est ça que ça veut dire. C'est que, oui. et que la problématique, c'est que courir, c'est à la portée de tout le monde. On peut tous courir du jour au lendemain. Il n'y a qu'à aller s'acheter une paire de chaussures et un équipement, on va courir. Et c'est ça le problème. Oui, parce qu'effectivement, on pense que tout le monde sait courir, parce qu'on sait marcher, que c'est pas considéré comme un sport dont il n'y a pas d'examen médical pour aller courir, je parle, sauf si on fait un marathon. Et ça, c'est illusoire, parce que tout le monde n'est pas fait pour courir et qu'il faudrait être bien coaché en fonction même dans le sport de haut niveau, le coureur de sprint, c'est pas le même que le marathonien. Et donc, courir, ça veut dire beaucoup de choses. Et je trouve qu'on généralise, et puis c'est juste, tout n'est pas dans la chaussure, parce que chaussure. Ça, on vous fait croire que d'acheter une bonne paire de chaussures, ça résout une partie du problème. Voilà. De même que dans d'autres sports de haut niveau, et même sans que ce soit de haut niveau, la course fait partie par exemple de l'échauffement, et en fait, pour autant, elle n'est pas apprise ou corrigée ou bien expliquée. Donc finalement, ça peut aussi faire des dégâts. Et c'est parce que vous récupérez les gens au moment où ils viennent avec les dégâts que vous avez écrit ce livre, Bernadette de Gasquet. Oui, un petit peu, c'est-à-dire que je travaille quand même pas mal avec des sportifs et des sportives, et il n'y en a pas beaucoup quand même qui vieillissent très très bien. Alors c'est peut-être parce que les seniors m'intéressent un peu, mais je me dis quand même, c'est un peu dommage d'abîmer des jeunes, parce qu'on n'a pas bien choisi le sport, on n'a pas bien appris, on n'a pas bien calibré. Et puis évidemment les femmes, puisque ma grande spécialité, c'est quand même le périnée, et que là-dessus, évidemment, la course, c'est peut-être pas l'idéal. Oui. Et pour des blessures qui sont quand même récurrentes et qu'on retrouve très souvent communes en fait. Que ce soit au niveau des membres inférieurs, au niveau du dos, au niveau des abdos, du périnée, de la vessie.
Beaucoup les genoux, bien sûr. sûr. etc. Genoux, chevilles, talons d'Achille. Mhm. C'est ça. Alors vous dites que les gens cherchent dans la course une certaine compensation, et au final, ce qu'ils récupèrent, c'est bien pire que ce qu'ils voulaient avoir. Alors, encore une fois, pas tout le monde. Il y en a pour qui la course va apporter plus. Mais c'est une question. Alors comment savoir justement quels sont les gens pour qui courir c'est bénéfique? Ceux qui auront la facilité de pouvoir s'écouter, de prendre le temps de s'écouter et de ne pas faire pour faire comme les autres, notamment. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Pourquoi on court? Personnellement, moi j'ai besoin de courir, ça me fait du bien de courir, c'est un défouloir, ça me réoxygène, ça me permet d'avoir les idées claires. Et je ne cours pas parce que on m'a dit de courir, c'est parce que j'ai ce besoin et que j'aime ça. Donc je pense que c'est vraiment, comme je disais, en fonction du besoin et de l'envie. D'une manière un peu générale, et c'est vrai pour tous, par exemple, ne serait-ce que le yoga, dont on pourra reparler. Pour moi, s'il y a des douleurs articulaires, il faut dire stop. C'est pas possible que quelque chose qui fait mal aux articulations vous fasse du bien à la finale. Donc il faut se poser la question, pourquoi? Parce que mes genoux ils sont de travers ou je sais pas quoi, et c'est pas en courant que je vais améliorer ça. Donc pour moi, s'il y a douleur articulaire, pas les courbatures musculaires, ça on s'en fiche, ça veut dire qu'on a les besoins. Il faut se poser des questions. Et souvent, on court, on est un petit peu sous endorphine à ce moment-là. Mais si le lendemain on a mal partout, il faut peut-être se poser des questions. Alors, c'est un cercle vicieux. Il y a ceux qui vont courir parce qu'ils sont dans une démarche de perdre du poids. Donc, ils sont lourds au départ, mais on leur dit, tu vas perdre 10 kilos, tu vas voir, ça va être beaucoup mieux pour ton corps, ça va être beaucoup mieux pour tes articulations. Ça part souvent de ça. Oui, bien sûr, mais ça, c'est illusoire. D'abord, on ne perd pas de poids en courant, ça c'est bien prouvé, parce que finalement, on va compenser pas mal après. Et puis, mais on est quand même plus fit quand on court. Il y a d'autres moyens de l'être sans risquer de se blesser. C'est ça. C'est pas sûr qu'on perde vraiment du poids ou de la silhouette. En revanche, courir quand on a un surpoids sur les articulations, c'est là où justement on prend des risques. Alors c'est un peu juste pour illustrer, mais les pieds, la taille des pieds, quand on a fini sa croissance, ça dépend des gens, 15-18 ans, c'est fini, ils grandiront plus les pieds. Mais à 18 ans, on va peut-être mettre 50 kilos dessus, et puis à 50 ans, on va peut-être rajouter 20 kilos sur les mêmes pieds. Bon, il faut quand même se poser des questions de ce genre de rapport. Voilà. Et ça, c'est très, très évident pour moi à cause de la maternité, parce que là, c'est en quelques mois qu'on met tout d'un coup beaucoup de poids, par exemple. Voilà, c'est se poser ce genre de questions. D'ailleurs, vous avez tout un chapitre que vous consacrez aux pieds. Oui. Et notamment aux chaussures qu'on devrait porter. Donc des chaussures qui sont plus hautes devant que derrière. Non, je voudrais pas qu'on pense que je recommande ça et pour tout le monde. C'est un peu anecdotique. Je suis partie d'un petit jeu par hasard. J'étais avec une amie, on marchait sur du sable mouillé et sa maman était derrière nous. Et puis elle nous dit, mais regardez un peu la différence de vos empreintes. Et en fait, le sable mouillé, c'est une plateforme de stabilométrie. Et on s'est amusé à marcher léger, marcher lourd, marcher devant, marcher appui derrière. Enfin, on peut vraiment s'amuser. Et puis, voilà, de temps en temps, c'est intéressant d'avoir un peu de hauteur en avant. Mais c'est pas du tout la chaussure à mettre pour tout le monde et pour courir en particulier. Non, mais 10 minutes par jour... ça peut étirer beaucoup les chaînes postérieures. C'est expliqué comme exercice à faire, notamment. Ça peut être un exercice en fonction justement de la morphologie de départ. Si on a une statique où on a les épaules un peu en arrière du bassin, si on soulève les orteils, on va partir en arrière. Donc, on va revenir en avant. Voilà, et on va se recentrer. C'est des choses toutes simples à analyser sur soi-même. De même qu'il est recommandé de courir plutôt au pas contact, c'est-à-dire à l'abord du pas à l'avant, plus sur pointe, sur l'avant-pied, que sur l'attaque du talon au sol.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord par rapport à Alors, ça chez les coureurs de... Alors après, je pense que ça dépend. Par vraiment. rapport à la oui, ça dépend de la course morphologie de la personne, mais du type de course également, oui. 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 Mais pour un grand jogging en endurance sur du long terme, c'est plus préconisé. Bon, ça sort de la type de chaussure, mais c'est plus par rapport au type d'appui, en fait. D'appui, et c'est vrai que taper sur le talon, c'est toute la colonne qui prend le choc, l'onde de choc. Alors, vous vous intéressez beaucoup aux femmes enceintes aujourd'hui. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez observé des femmes enceintes qui s'arrêtent de courir, justement, pendant leur grossesse? Qu'est-ce qui se passe? En général, le problème, si elle courait beaucoup, c'est que ça rajoute à la frustration, puisque quand on est enceinte, on ne peut plus rien manger, quasiment. Si vous regardez, tout est interdit, tout ce qui, quelque part, représente le plaisir, c'est-à-dire peut-être fumer, peut-être boire un peu d'alcool, manger certaines choses. Tout d'un coup, c'est fini. Et si en plus, on vous sèvre de quelque chose qui a porté un plaisir, qui était la course, là, c'est la dépression. Donc, effectivement, ça peut rajouter un petit problème, celle qui était accro à la course. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des substituts qui permettent quand même de garder... Parce que si on arrête brutalement et qu'on prend 25 kilos, là, c'est dramatique. Il faut garder quand même une mobilité, il faut garder des jambes, il faut... Voilà, donc... il faut une juste activité physique pour s'entretenir. Oui. Même sans trop bouger, d'ailleurs. Oui. On peut faire des choses presque... Qui dit sport et activité physique dit pas s'étouffer, s'essouffler à l'effort et s'épuiser. L'effort, ça peut être très doux tant que c'est régulier. Alors, en plus du poids, il y a chez la femme enceinte un problème respiratoire, puisque elle a beaucoup plus de sang à véhiculer dans les vaisseaux, le diaphragme est remonté. Enfin bon, c'est pas évident de courir enceinte. Le bébé prend de la place. Voilà. C'est pas évident ou c'est même très déconseillé? C'est pas déconseillé, c'est juste que ça demande effectivement plus de concentration, une connaissance de son corps et de son organisme, en fait, je pense. Oui, et puis bon, il faut quand même adapter. Oui. Il faut quand même adapter, et si on a mal au bas du dos, par exemple, parce que tout d'un coup, il y a tout un poids devant, encore plus que d'habitude, les seins, le ventre. Donc ça déséquilibre, on n'a pas du tout la même statique. Donc parfois, il faut prendre une ceinture et adapter sa course, quelque chose de peut-être plus doux, moins violent, pas secouer comme ça les seins. Notamment par la fragilité du bassin qui, au niveau hormonal, etc., est beaucoup plus laxe et souple et sujet à des traumatismes. Ça, l'hormonal, on n'en parle pas assez. Oui. C'est-à-dire qu'une femme a, dans le cycle, des variations hormonales, et donc, la deuxième partie du cycle, il y aura plus de fragilité au niveau des ligaments, etc. Donc, on ne va pas courir... c'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que finalement, tout le mois, c'est pas la même chose. Voilà. Ouais. Plutôt les femmes. S'écouter. Au moment où on est plus fragile, on se sent un peu tiraillé au niveau du bas du dos, on va pas aller faire une course de la même manière ou une activité physique de la même manière que quand on est en pleine forme et que on sent que son dos tient bien et qu'on se sent à l'aise dans son corps. Et oui, parce que l'influence hormonale est très importante chez la femme. Et donc, effectivement, surtout pendant la grossesse et post-ménopause aussi. Fragilité, on le sait, l'ostéoporose, etc. Enfin, donc, oui, il faut... Ok, je suis pour l'égalité, mais on n'est pas fait tout à fait pareil. Et il faut prendre en compte, encore une fois, les caractéristiques physiques, morphologiques de chacun. Alors, on parlait de sport ce matin avec mes invités, le docteur Bernadette de Guesquet, qui publie son nouveau livre « Je n'aime pas courir, mon guide pour bouger sans m'abîmer » aux éditions du Rocher. Ibtissem Belmadani est là également. Vous êtes masseur kinésithérapeute libéral. Quel est l'impact périnéal de la course? Grande histoire. Oui, en fait, il faut juste comprendre. Nous sommes bipèdes et donc la gravité, elle est là tout le temps parce qu'il n'y a aucun sport à quatre pattes. Donc, dès lors qu'on fait des sports debout et en particulier la course, la gravité va s'exercer. Chez la femme, il y a le vagin, c'est un vide. Il y a des organes suspendus au-dessus. Les hommes, ils sont déjà dehors, donc il n'y aura pas trop... il y a beaucoup de choses dehors. Les hommes ont un périnée aussi. Voilà. Oui, important de le dire. Voilà, et c'est important de voir que chez la femme, le vide vaginal fait que
tout a tendance à aller dans le vide. Et que quand on court et qu'on secoue un petit peu, on étire les ligaments, il y a quelque chose la vessie qui est quelque chose une poche pleine de liquide, on secoue bien, on appuie bien, il y a des pressions, donc risque de faire descendre les organes et d'avoir des incontinences. Bien, les fameuses fuites urinaires, et vous dites que les fuites urinaires sont bien connues dans le sport de haut niveau, même si le périnée est en bon état. Pourquoi ? Exactement. Bien, la gynécologue de l'INSEP, Carole Maître, a fait une enquête sur les championnes, futures championnes, en demandant s'il y avait des fuites, justement, lors de la préparation physique. Et il ressort qu'il y a plus de 60% de femmes sportives de très haut niveau qui n'ont pas encore accouché, qui ont des fuites lors de ces efforts. Elles pensent que ça va s'arrêter tout seul quand elles arrêteront. Prends le sport, c'est normal. Voilà. Non, mais ça fait des dégâts irréversibles. Voilà. Si les organes sont descendus, ils sont descendus. Et je voudrais en parler parce que c'est un sport finalement populaire aussi et qui se répand chez les enfants. Le trampoline est très à risque, à la fois pour les articulations, mais pour le périnée. Et là, on atteint 80% d'incontinence chez des gamines de 14 ans. Et même de l'incontinence anale. C'est-à-dire que les sphincters, ils ne résistent pas à ces chocs répétés. C'est le trampoline, le sport le pire. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Pour le périnée, en tout cas, et un peu pour les articulations aussi, parce qu'il y a... Moi, je crois qu'avec l'haltérophilie, c'est pour ça que... Pas que. Pas que. Mais d'une manière générale, je dirais que le sport de haut niveau, c'est pas physiologique, par définition. Donc, il faut pas s'attendre à ce que ça nous mène en bonne santé jusqu'au bout de la vie. Mais bon, il y a d'autres enjeux, mais c'est pas physio, c'est par définition anti-physiologique. Là, vous parlez du sport de haut niveau. De très haut niveau. Intensif. Quel regard vous portez sur ces nouvelles protections de plus en plus sophistiquées, absorbantes, qui sentent bon ? Pour les fuites. Pour les fuites. C'est toujours que des palliatifs. Et effectivement, il y a il y a qu'à voir les pubs. Le marché est énorme. Et effectivement, on enlève les effets de l'odeur. J'aime bien faire un peu d'histoire. Et du temps de Louis XIV, vous savez, les chaises percées, tout ça, les dîners, les dames avaient des incontinences, parce que c'est pas nouveau tout ça. C'est la gravité, c'est le fait d'avoir plusieurs enfants, etc. Et donc, elles buvaient de la térébenthine pour que leurs urines sentent la violette. Donc, voilà. C'était par le haut. C'est un truc que vous donnez. Voilà. Attention, c'est dangereux. Mais voilà, donc maintenant, le problème, si on met des produits dans les protections, comme dans les couches des bébés, c'est que c'est là où on risque d'avoir effectivement d'autres des allergies, etc. Parce que les bonnes vieilles couches d'antan n'ont jamais fait autant de problèmes qu'aujourd'hui. Oui, et puis comme vous disiez, c'est palliatif. Ça ne répond pas à traiter la cause qui fait que on a ces fuites. Donc plutôt que de sensibiliser à vous avez des fuites parce que telle et telle explication, on trouve des moyens de pallier alors qu'en fait ça ne fait qu'aggraver la situation. Ça révèle quand même la fuite, une petite fragilité ligamentaire peut-être, de l'urètre, etc. Puis un problème peut-être aussi respiratoire, postural, les chocs trop répétés, X. C'est vrai qu'on en parle peu quand même de ce sujet de la prise en charge des fuites urinaires. On en a beaucoup parlé, c'était un peu la spécialité française quand même, la rééducation périnéale. Mais on s'aperçoit que rééduquer, c'est jamais remettre à neuf. Et que c'est pas si efficace que ça de rééduquer si on continue à créer les pressions. Là où ce serait pertinent, ce serait d'informer dès l'âge de l'enfance, en fait, de comment on fait pipi, comment on va aux toilettes, comment on respire, comment on court, etc. Comment on se posture, prendre conscience de comment ériger son dos. Tout ça est très important. Oui, il faut pousser vers le haut, pas vers le bas. Voilà. Il faut s'auto-grandir. Moi, j'ai eu des cas d'enfants qui m'ont été envoyés justement pour de la rééducation périnéale et toute la sensibilisation et l'éducation autour de pipi. et finalement, je m'aperçois qu'effectivement, il y a un courant qui va vers ça, et tant mieux, c'est très important. Bien, ceci étant dit, on fait quoi comme sport pour avoir le ventre plat ? Si on ne peut pas aller courir ?
Parce que c'est mauvais pour les articulations. Une des premières choses à faire, c'est de bien respirer. Parce que déjà, la respiration, c'est un massage de tout ce qu'il y a dans le ventre et ça fait circuler le sang et ça permet de détoxiquer, de drainer. C'est vraiment important, la respiration. Alors, dans la course, théoriquement, il y a de la respiration, mais On s'essouffle tout le monde vite. ne sait pas très bien respirer. Et puis, donc, il faut chercher à grandir, entre guillemets. Grandir, c'est mincir. Il y a une journaliste qui avait bien résumé en disant plutôt toréador que musclore. Donc si on descend, si on s'affaisse sur sa chaise toute la journée, c'est pas en faisant quelques abdos le soir que ça va changer les choses. Il faut essayer, mais c'est automatique. Si vous essayez là tout de suite, ceux qui nous écoutent, même sur votre chaise, vous prenez bien appui sur vos fesses et vous poussez vers le haut la tête. Mais le ventre, il est moins gros. En prenant une respiration profonde. En expirant, détendue. voilà. Si on gagne en hauteur, on perd en épaisseur. Donc, il faut toujours aller vers le haut. Et le ventre, il rentre tout seul. Parce que si vous essayez de rentrer le ventre, d'abord, c'est impossible de rester comme ça, on bloque tout. Ça ne dure pas longtemps. Et vous mettez de la pression. Donc, il faut qu'il rentre parce qu'il y a de la place, parce qu'on s'étire. Et là, vous dites, la chaise est notre amie. Et c'est tout ce qu'on peut faire sur une chaise, en fait. Ça peut être une salle de gym, une Bien chaise. sûr. Mais à condition de ne pas s'asseoir dessus comme d'habitude. Ça, surtout pas. Parce que être avachi sur sa chaise, c'est vraiment... c'est ça le vrai danger. Pas de circulation, pas de drainage, etc. C'est peut-être la pire des sédentarités. La chaise, le canapé. Ouais. Et comme m'a dit un jour quelqu'un, bien mal assis ne profite jamais. Oui, c'est effectivement dans le texte. Alors, parmi les sports que vous conseillez, la réhabilitation, quelque chose qui vient des années 60, c'est le hula hoop. Alors, il faut tout de suite que je précise, bien fait. Bien fait. Parce que... Mais ça, c'est comme tout, finalement. Comme tout, mais là aussi, beaucoup d'enfants pensent que c'est facile, on prend le truc et on se tortille, et on peut se faire mal au dos. Mais quand c'est bien géré, et j'ai justement une élève qui a vraiment, qui est elle-même éducateur sportif, nageur et tout, qui fait du hula hoop sur la plage, à l'Armor Plage, et j'ai trouvé ça très sympa, et elle m'a dit j'ai complètement corrigé avec quelques principes de placement, etc., pour que ça fasse pas mal au dos. Et elle a adapté d'ailleurs votre propre méthode au hula hoop. Voilà, enfin, en tout cas les conseils que je donne pour que, quel que soit le sport, on soit bien placé. Et en fait, j'ai voulu parler de ça pour changer un peu, montrer autre chose auquel on ne pense pas. On peut le faire dehors, on peut le faire dedans, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Alors pour tout le monde, le hula hoop, parce que ça paraît évident, mais... c'est un cerceau. Oui. Qu'on met autour de la taille. Alors, l'image, c'est autour de la taille. Voilà, et on tourne. Mais en fait, ça rejoint ce qu'elle fait des chorégraphies, parce qu'elle peut le faire à quatre pattes, en chandelle, autour des chevilles, un peu comme les cerceaux de la fameuse gymnastique GRS, qui ne s'appelle plus comme ça, mais avec les rubans, enfin, qui est une discipline olympique. Donc, des cerceaux, on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'était juste un petit clin d'œil pour changer un peu, pour proposer autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on en obtient comme bénéfice et comme résultat ? En fait, c'est assez cardio. Ça fait bouger, comme elle le fait, tout le corps. On peut le mettre sur tout le corps. Il y a un problème de mouvement, de synchronisation. Je ne veux pas aller très très loin, mais je suis sûre que ça travaille très très bien les fascias, qui sont très tendances. Et effectivement, c'est fluide, ça bouge, ça fait onduler tout le corps en fait. Et notamment, ce qui serait pertinent, c'est d'essayer de le faire dans les deux sens. Oui, bien sûr. Pour mobiliser cette fluidité dans un sens. C'est-à-dire à l'envers et à l'endroit. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui est l'envers et l'endroit ? Parce qu'on tourne toujours mieux d'un côté, voilà. on a des asymétries à aller dans un sens plus que l'autre. Et mais c'était donc un petit clin d'œil sur quelque chose, mais qui revient, qui est très tendance aux États-Unis. Mais c'est aussi un petit souvenir de mon enfance. C'était très, très, très à la mode. C'était une danse des années 60. Voilà. On peut faire du cardio sans bouger aussi. Comment on fait du cardio sans bouger ? En faisant un travail relativement statique et à la limite imaginaire. Mais on peut faire des choses très puissantes
en soulevant des poids imaginaires, et ça fait beaucoup travailler la circulation, le cœur, etc. Rappelons que le cerveau, il fait pas la différence entre le vrai, ce qu'on fait réellement, et puis ce qu'on imagine. Le cerveau, non, mais le corps. Oui, mais c'est le cerveau qui va enclencher le reste du corps, notamment dans plusieurs systèmes, notamment par le système sympathique, parasympathique, au niveau cérébral, enfin système nerveux central. On s'aperçoit que, ne serait-ce que imaginez par exemple quelque chose de très agréable, tout votre corps va répondre à ça. Et petit Sam, donc je vais imaginer que je suis en train de soulever 120 kilos, donc je vais avoir des gros muscles, si j'imagine que je les soulève. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est possible. On est loin de savoir exactement comment tout cela fonctionne, mais oui. Oui, la NASA avait fait des expériences sur le biceps, sans bouger, en enregistrant les zones du cerveau qui travaillent, c'est les mêmes, mais ce sont des muscles toniques, donc il faut du temps pour les faire, c'est pas une fois de temps en temps. Et là, ils avaient fait une expérience sur 5 semaines, je crois, 15 minutes par jour. Le biceps, il grossit. Et il y a plus de force. Après, on va très loin, mais c'est comme l'histoire des neurones. C'est comme l'histoire des neurones miroirs où, effectivement, même en voyant quelqu'un faire un geste parfait, sportif parfait, on est capable d'enclencher dans le cerveau et dans notre corps différentes parties de notre organisme qui se développent. Alors, ça paraît un peu extraordinaire, mais c'est connu quand même. La gym sous plâtre, par exemple. Quand on est plâtré, c'est ce qu'on fait en rééducation. Les muscles ne bougent pas pendant un certain temps. Et quand on enlève le plâtre, on a le bras qui fait la moitié du volume de l'autre. Et en fait, on peut maintenir une masse musculaire en imaginant le mouvement sous plâtre. Bernadette de Gasquet, on revient non, mais alors, je suis à fond là, ça m'arrange en plus ce que vous racontez. Donc le cardio sans transpirer, comment on fait? Expliquez-nous. Ça consiste en quoi? On peut aussi faire des mouvements qui sont assez puissants, des squats ou des choses comme ça, mais sans vraiment prendre justement de choc, d'impact. Voilà. Avec une conscience de ce qu'on est en train de faire. Vaut mieux faire un squat lentement, avec conscience de chaque articulation, de la respiration, notre posture globale, plutôt que de répéter 20 squats à toute vitesse et puis finalement se faire mal. Quand on fait certaines postures en yoga, mais qui sont valables en gym, des gainages par exemple, et qu'on les fait bien, on transpire. Oui, c'est très fatigant. Ah oui, il y a une énergie, une chaleur qui tout le long de la colonne. C'est pas que dans la tête. Oui. Oui, vous aimez pas courir, mais moi j'aime pas le yoga. Vous voyez, c'est psychologique finalement. Voilà, chacun son truc. Alors, l'autre jour, c'était un couple et c'était un petit problème. Lui, avant, il avait beaucoup couru, puis il voulait plus courir. Il se mettait au yoga, et puis sa femme, c'est l'inverse. Et donc, celui-là, il se trouve jamais. Donc, voilà. C'est parce qu'il voulait pas se boire, c'est le secret. Voilà. C'est que c'est le secret des couples qui durent peut-être finalement, c'est de pas faire le même sport. Le meilleur sport, c'est la marche. Alors pour moi, Bernadette de Gasquet, oui. C'est le sport qui vous correspond et qui vous apporte à la fois des bienfaits et du plaisir. Et il y a le choix, et il y en a beaucoup. Dans ce livre, j'ai juste parlé de quelques sports, et pas tous les sports, mais avec le critère qui est celui qui revient tout le temps sur la course. Ça coûte rien, on n'est pas obligé de se former pendant des années, il n'y a pas d'investissement. On s'aère. Voilà. Ouais. Donc je dis oui, d'accord, mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles. On manque d'imagination par rapport à ça en fait. On manque d'imagination. En réalité, quand un cours de sport qu'on va faire en salle, parfois vous allez avoir le même cours qui va être répété et on se satisfait de ça. Alors qu'en réalité, on peut très bien créer d'autres gestes, d'autres mouvements, d'autres manières de bouger. Et puis dans le temps, ça va évoluer. Oui. À 20 ans, on va aimer un truc, plus tard un autre, etc. Donc, et puis dans les sports, il y a des modes. Vous parlez dans votre livre du Pilate. Bon, voilà,
On a quelques 10 années de mode du Pilate. Oui, c'est ça. Puis, mais aujourd'hui, c'est des terminologies en réalité. Pardon de vous couper, mais c'est des terminologies en réalité parce que on peut appeler ça yoga ou autre. Mais finalement, l'objectif de tout ça, c'est quand on parle de ces sports-là, notamment de conscience du corps, c'est surtout prendre le temps d'être au rythme de sa respiration, d'écouter les contractions, décontractions de son corps et de prendre le temps de se posturer. Voilà, moi j'aime bien m'inspirer des animaux. Ils s'étirent tout le temps, dans tous les sens, ils compensent. Bon, ils sont faits pour nager ou pour voler ou pour monter aux arbres, c'est pas tous les mêmes, mais ils font ce pourquoi ils sont faits, et après ils se posent et ils s'étirent tout le temps. Et ils respirent, ils On baillent. retrouve ça d'ailleurs dans le Qigong. Ah oui. Qigong, Ouais, dont j'en vous parle parlez, aussi, et que vous conseillez comme sport aussi. Ça fait partie des choses qu'on peut faire très longtemps, toute la vie, qui sont très globaux, y compris mental, énergétique. Oui. Enfin, c'est pas que la couche extérieure musculaire qui travaille. Voilà, prenez du plaisir en bougeant ce matin. Le docteur Bernadette de Gasquet est notre invitée. Ibtissem Belmadani. Bernadette de Gasquet, vous publiez J'aime pas courir. C'est votre guide pour bouger sans s'abîmer, aux éditions du Rocher. Vous avez commencé le yoga dans les années 60. Quand c'était encore exotique. Voilà. Aujourd'hui, le yoga, c'est tendance, c'est la mode. Comment s'y retrouver pour toutes les personnes qui voudraient céder, aller à la mode, aux injonctions de la société de consommation pour faire du yoga? C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui parce que même dans ce qu'on appelle yoga, il y en a 36 000, il en sort un tous les matins. Les formations sont très accélérées, voire même e-learning. Et c'est difficile. J'ai un peu peur que ça nuise au yoga finalement. Ouais. Cette mode, c'est trop. Bon. Mais j'ai confiance quand même, il y a vraiment des choses très très profondes. Et pour moi, je ne représente qu'une toute petite partie du yoga. La posture et la respiration. Je ne vais pas plus loin. Personnellement, méditation, hypnose, tout ça, je laisse ça à ceux qui sont experts là-dedans. C'est pas mon expertise. Mais il y a, pour moi, le yoga, tel que je le conçois, posture, respiration, c'est un peu le solfège, la base. Et ça peut servir à plein de sports et à plein de formes de yoga. Après, c'est un peu comme tout, il faut trouver le prof qui nous correspond. Et il faut se dire que si on se fait mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est comme toujours. Hein. On ne doit pas se faire mal dans un cours de yoga. Oui. Dans aucun sport, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Vous parliez des pathologies de ceux qui pratiquent la course, que vous rencontrez en rééducation. Quels sont finalement les organes les plus sollicités, qui posent le plus de problèmes ensuite? Alors, bien évidemment, c'est tous ceux qui subissent les impacts, donc les pieds, les tendons d'Achille, les genoux, les hanches, beaucoup. Ça, c'est la colonne. Et là encore, la femme est plus cambrée, a un bassin différent, des genoux différents. Donc, peut-être plus de vulnérabilité chez les femmes et sur certaines morphologies. Mais ça peut aller jusqu'à la nuque, parce qu'en fait, si on est mal placé... Par rapport à la poitrine, par rapport à... C'est ça. Le tendon d'Achille, pourquoi c'est tellement fragile? Ouais, Alors parce que quand on a une attaque au talon au moment de poser le pas en avant, l'insertion du tendon d'Achille se fait sous le talon et non derrière le talon comme on pourrait le croire. Et en fait, l'impact en lui-même, si la chaussure n'est pas adaptée, si le pas est trop lourd ou qu'on est en surpoids par exemple, ou trop projeté vers l'avant, eh bien, il va y avoir une inflammation qui se crée, il peut y avoir une lésion, une déchirure du tendon et tout simplement une inflammation. Ça peut être une explication. Après, il y en a encore plein d'autres. Oui, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui courent, un jour ou l'autre, se retrouvent avec ce type de pathologie. Et aussi pour une autre raison, puisque en fait, les personnes qui font du sport en général ne pensent pas à s'étirer régulièrement, ne pensent pas que la souplesse est un capital santé. Il faut savoir que savoir bien s'étirer régulièrement, c'est hyper important, ne serait-ce que pour garder une bonne forme physique longtemps.
Alors, les tendons d'Achille, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je le remarque plus chez les hommes que chez les femmes, parce qu'on a justement plus de flexion de cheville et on a souvent un étirement postérieur un peu meilleur que les hommes. Donc c'est assez masculin comme. Par rapport à la morphologie notamment. D'ailleurs, Achille, c'est un garçon. Alors il y a un sport qui est très bon pour les tendons d'Achille, c'est la natation, le sport qui est bon pour tout. Vous visiblement, vous êtes plus pour la gym aquatique que pour la natation. Si on prend la brasse, par exemple, ça pourrait être mauvais pour le dos. Alors, pour ceux qui ne veulent pas mouiller leur brushing. Voilà, bien sûr, j'aurais pu écrire j'aime pas nager. J'aime nager, moi, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas l'eau. C'est pareil, aller à la piscine, c'est la même chose que finalement d'aller courir. Hein. Alors, faire des longueurs, c'est pas non plus très distrayant, c'est répétitif, c'est les mêmes gestes. Et ce qu'on reproche, c'est pas moi, mais c'est officiel à la natation, c'est comme on est à l'horizontale et porté, le muscle du dos antigravitaire travaille moins. Bon. Donc c'est vrai que je trouve plus varié, on peut vraiment en faire plein de jeux avec l'aquagym, c'est porté, on n'a pas peur de l'eau, on va pas toucher les cheveux, on peut rester maquillé. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que c'est d'un point de vue purement sport physique, c'est plus intéressant l'aquagym que juste des longueurs. Et la brasse, c'est la nuque, c'est le bassin, c'est parfois les hanches. C'est pas la meilleure nage, la brasse. Et ça demande initialement un accompagnement par un maître nageur qui vous explique vraiment les bonnes postures, parce que c'est assez complexe quand même de trouver, passer de la bipédie à la position horizontale, en plus avec la pesanteur dans l'eau, la poussée d'Archimède. Ça demande beaucoup de technicité finalement, on se rend pas compte, mais ça demande vraiment un accompagnement initialement. Mais en revanche, dans l'aquagym, la résistance de l'eau fait qu'on travaille beaucoup plus, mais sans que les articulations portent le poids. Et ça, c'est un atout majeur. C'est pour ça qu'en rééducation des grandes blessures, on utilise beaucoup. On travaille beaucoup debout dans l'eau. Oui. Et ça réveille très bien la pompe cardio-respiratoire. Donc là, pour faire du cardio, pour le coup, ça fonctionne très bien. Comme marcher dans l'eau, par exemple. Voilà, marcher dans l'eau, courir dans l'eau. Oui. Alors maintenant, d'aller dans l'eau, l'aquabike, oui. Bon, c'est un petit peu, pour moi, un peu quand même répétitif encore, l'aquabike. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, je raconte toujours, parce que c'est une histoire de génération, que moi, j'adorais faire du pédalo. Parce que je pouvais amener mes enfants, on était dehors, on respirait, on plongeait du pédalo, enfin bref. Ça n'existe presque plus, cette chose-là. Mais si, voilà. Ça revient le pédalo. Mais voilà, on travaille ses jambes, on n'est pas en charge dessus, et puis pourquoi pas. On peut s'étirer dans l'eau. On s'étire très bien dans l'eau. Bon, opération ventre plat. Avant l'été, là, on va être tous enfermés chez nous. Donc, on va avoir l'occasion et le temps de faire nos abdos. Il faut faire des bons abdos. C'est quoi les bons abdos ? C'est ceux qui sortent pas le ventre. Parce que si vous faites ce qu'on appelle classiquement le crunch, c'est-à-dire catastrophe. Qu'on se replie en deux, on lève la tête, on se plie en deux. C'est assez simple à comprendre. Hein. Vous avez des viscères qui sont entre le bassin et les épaules. Et si vous vous pliez en deux, ils peuvent pas aller derrière, il y a la colonne. Ils peuvent pas aller en deux, en haut, puisqu'on se plie. Le ventre, il rentre pas, il sort. On pousse en avant et on pousse sur le périnée aussi. Et ça abîme. Ce qu'on a fait pendant des années, Bernadette de Gasquet. Et mais oui, encore en salle. Le crunch, certains cours, oui. Et on casse la nuque parce qu'on la met en inversion par rapport aux courbures normales dans les reins et la nuque. Donc, pas de crunch. Et il faut faire des choses qui allongent, qui étirent. Et toujours éloigner les bassins des épaules, éloigner le sommet de la tête, ce qui va permettre d'expirer. Expirer vraiment pas descendre les épaules vers le bas, non. Pousser vers le haut. Et là, c'est tout un travail intérieur aussi, circulatoire, respiratoire, massage, qui stimule aussi toutes les hormones, parce que voilà. On pourrait même dire que ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre à expirer par le périnée. Voilà autre chose. Voilà. Ben oui, c'est-à-dire que ça commence au plus bas. Et le plus bas, c'est le périnée. Et c'est un starter. Les muscles du périnée s'appellent élévateurs.
Donc si je les contracte, ils élèvent, ils remontent l'anus, mais ensuite on va tout remonter. En permanence, à chaque effort, on va remonter et on va grandir, mincir et un petit peu pousser la tête vers Oui, vers quand le vous ciel. dites grandir, c'est en fait s'auto-grandir de la base de la colonne, depuis le sacrum jusqu'au Jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Hein, c'est se mettre un peu sous une toise imaginaire et je veux être plus grande. Donc on a besoin de quoi pour faire ces abdos qui grandissent? Rien. Rien. On peut les faire assis, couchés, quatre pattes, debout, par terre, toutes sur les une chaise, positions. dans un lit, n'importe où. C'est juste penser, je suis la plus grande possible et j'expire. Et puis je laisse juste respirer, je laisse bouger du périnée jusque... Ça paraît hallucinant comme ça, mais en réalité, c'est vraiment, comme on ne fait que le répéter, prendre le temps d'écouter, de se sentir respirer et de s'auto-grandir, en fait. C'est la meilleure manière de faire des abdominaux. Ça marche dans la voiture? Oui, partout. Ça, Tout c'est le bien temps. dans la voiture si Oui. ça. Alors, Ouais, on y passe attention, précisons que on n'est pas en train de parler du stop pipi. Qui a parlé de ça là? Non, parce que Qui a parlé du quand stop? on Non, parle- le parce que stop quand on pipi, parle- c'est parce que quoi, quand c'est on quoi, parle c'est de- quoi le fameux stop Voilà, parce que pipi quand là? on parle de son périnée. périnée, de contracter, de se grandir, de respirer, ça n'est pas verrouiller le C'est un bas de son exercice corps. le stop pipi, c'est ça? Oui, C'est un test. Voilà. C'est un test pour voir si il se passe quelque chose quand j'essaye de me retenir. Et c'est pas un mauvais test, Oui. parce qu'il coûte rien, mais etc. ça reste un test. Mais il faut pas tester tout le temps, quoi. Il Voilà, faut- c'est ça. En fait, le périnée, il faut l'intégrer. Et c'est le démarreur, le starter. Et on part du bas et ensuite, c'est tout qui remonte et le diaphragme. Et ça redescend et ça bouge. Il faut que ça bouge. Le périnée, il doit bouger aussi. Voilà. Comme le ventre doit bouger. Ouais. Arrêtons de rentrer le ventre en permanence parce que Serrer. c'est plus gracieux et de serrer le ventre. Il faut ni serrer tout le temps son périnée, ni toujours serrer et rentrer le ventre. En fait, quand on regarde respirer, par exemple, un chien, on voit Ça que bouge. les narines s'ouvrent à l'inspire, le ventre se détend, mais il pousse pas sur son ventre. À l'expire, le ventre, il rentre tout seul. C'est pas, il serre pas le ventre. Et si on regarde sous la queue, on verra que l'anus rentre à chaque respiration, parce que ça va d'un bout à l'autre de la colonne. Et c'est cette intégration qu'il n'y ait plus si on est plié en deux. Ça passe plus entre le périnée et le haut. Donc il faut d'abord corriger la posture. Et la respiration. Voilà. Vous voulez commencer à avoir un ventre qui rentre, et enfin qui soit plat. C'est à moi que vous dites Pardon. ça? Non, je parle Ah en bon, général. c'est vous en Si général, on- vous m'avez fait peur. si- les petits, c'est- Si on cherche à avoir un ventre plat, à avoir des abdominaux toniques, la première des choses à faire, c'est commencer à bien se posturer. Et la deuxième chose à faire, ou dans l'autre sens, les deux choses fondamentales, et ça, commencer à bien se posturer et puis commencer à apprendre à respirer. De là, on peut aller commencer ensuite à faire évoluer ses abdos et sa... Et oui, parce que les abdos, ça sert à plein de choses. Voilà. Ça sert pas qu'à faire joli. Qu'est-ce qu'on appelle joli, hein, Ouais, parce qu'il y en a qui ouais, adorent les tablettes de chocolat. Bon. Chacun son esthétisme. Voilà, chacun son esthétique. Mais ça sert à tenir le dos, à tenir les organes, à faire circuler le sang, à digérer. Ça sert. Il faut que ça bouge. D'ailleurs, on peut être tonique sous une couche de graisse. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça, c'est pas forcément le tour de taille au centimètre qui est révélateur d'une hypotonie, enfin de mauvais abdos. Hein. Mais la couche par-dessus, en revanche, c'est pas en faisant du sport qu'elle va partir. Hein. Il faudra drainer, il faudra masser, si on veut que ça parte. Et puis ça, c'est aussi encore des questions d'esthétique. Hein. Bien sûr. Et puis plutôt que de focaliser que sur les abdominaux, il faut se prendre conscience aussi qu'on ne peut pas muscler les abdominaux juste devant. Les abdominaux, c'est aussi le transverse, c'est aussi la liaison avec les muscles du dos, et qu'en fait, il faut un bon ratio, un bon rapport musculaire entre les muscles des abdos et puis les muscles du dos, pour pas non plus complètement... C'est le problème quand on fait des crunchs. Pour raccourcir devant, on est obligé de relâcher les muscles du dos. Donc, on a encore plus de faiblesse dans le dos. Donc, il faut rien raccourcir. Il faut allonger devant, allonger derrière. Et ça perdra en épaisseur. Donc vous faites votre gym le matin et le soir. Ça prend combien de temps par jour, Bernadette de Gasquet?
je fais pas ça. Mais parce que finalement, et c'est pour moi, il me paraît idéal au sens où c'est moins contraignant, justement. J'aime pas trop les contraintes. C'est intégré. C'est-à-dire que, la manière dont je me relève de mon lit, c'est intégré dans le quotidien et même dans le ménage. Et finalement, on n'a pas besoin de dire, allez, il faut en faire 10 minutes. On devrait en faire tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut se servir de sa vie pour, en permanence, faire travailler son corps. C'est ça. C'est un geste du quotidien. Voilà. Et le quotidien, c'est vraiment important parce que... Et c'est là que ça aura le plus d'utilité et de bienfaits. Et on peut finir par trouver agréable de faire le ménage parce que je fais ma gym en même temps. Oui, c'est vrai. Alors, votre dernier livre, Bernadette de Gasquet, s'appelle « J'aime pas courir, mon guide pour bouger sans m'abîmer » aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous. Merci, petit Sembel Madani. Vous réécoutez l'émission en podcast, beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.